Aujourd'hui dans Mythbusters, des avions, Qu'est-ce qui s'est passé? des trains Oh, c'est parfait. et des hélices mobiles, tandis que Adam et Jamie tentent d'élucider le mystère de l'avion découpé. T'es tout excité? Je suis super excité. Et comment allumer un feu sans allumette. On est foutu. Mais qui sont les Mythbusters? Adam Savage, J'ai des fourmis partout sur la tête. Jamie Heineman, Rien qu'à la regarder, je suis tout excité. Tori Belleci, Wow! Carrie Byron C'était dément. et Grant Imahara. Allez, fonce, petit. À eux cinq, ils ont plus de 50 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Que faut-il pour découper un avion en toutes petites tranches? Tu peux me dire ce qu'on fait là, sur une piste de 210 mètres, avec un moteur d'avion de 380 chevaux monté sur un chariot, un fuselage d'avion et 10 000 sacs de sable? Tout a commencé avec un email qui circulait sur Internet et qui montrait la photo d'un avion parfaitement découpé en tranches. Comme une miche de pain? Oui. Et l'explication qu'on nous a donnée ne nous a pas convaincus. C'était quoi cette explication? Apparemment, il y en avait deux. L'une était qu'une ex-femme en furie s'en est pris à l'avion avec une tronçonneuse. Je crois qu'il va y avoir de la crise d'hystérie dans l'air. D'abord, l'explication de l'ex-femme. Adam part à la recherche d'un avion à couper en morceaux. Il me faudrait d'autres pièces d'avion. Vous avez frappé à la bonne porte. Vous auriez des fuselages? Bien sûr. Ces avions ont tous eu les ailes coupées. Il me faudrait des fuselages, au moins 2, 3 si possible. Adam est à la recherche des parfaits candidats. Celui-là ressemble parfaitement à celui de la photo. C'est très ressemblant. C'est fantastique. Il en trouve 3 qui font l'affaire. Et voilà le dernier. Dorénavant, il faut un chariot élévateur pour faire voler ces engins. Et voilà. Oh, yeah! Jamie, pour cette scène, tu dois penser à ton amant qui t'a plaqué. Il ne t'aime plus. Il a trouvé quelqu'un de plus jeune et tu as envie de briser son bonheur et d'en faire de parfaites petites tranches. Quoi? Pas de dispositif élaboré? Pas d'essai en miniature? Pas de plan? Ce mythe pourrait bien être vérifié en 2 temps 3 mouvements. Ou peut-être pas. Notre Jamie esselé fait des entailles dans l'avion. À première vue, on dirait que le mythe est confirmé, à moins que... C'est découpé en dents de scie de haut en bas. Ce n'était pas comme ça sur la photo. Les bords sont déchiquetés et irréguliers alors que sur la photo, ils sont parfaitement nets. Une telle précision chirurgicale est impossible à obtenir avec une tronçonneuse. Depuis 30 ans qu'il fait ce genre de choses, Jamie a développé un sens très pointu des mesures. Je dirais qu'il a fait des découpes espacées d'exactement 18 cm, ce qui correspond parfaitement aux découpes sur la photo. On a fait ce qu'on a pu avec la tronçonneuse, mais ça ne correspond pas à ce qu'on veut. Pourquoi faire des découpes aussi nettes et précises dans le fuselage d'un avion si on est vraiment dans une grosse colère? On aurait plutôt envie de le couper en deux, de couper la queue ou je ne sais quoi d'autre. Mais ces découpes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Et ça, c'est censé voler dans les airs. En admettant que la photo ne soit pas truquée et que ce ne soit pas l'œuvre d'une femme armée d'une tronçonneuse, comment cela est-il possible? Jamie a une autre théorie. Il paraîtrait qu'un avion est parti tout seul dans un hangar. Il a foncé sur un autre avion et les hélices ont causé ces dégâts. Oui, je l'ai lu, mais ça ne me paraît pas très plausible. Je ne sais pas quel test on pourrait faire, si ce n'est donner la photo à un labo de police scientifique pour qu'il fasse des calculs. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on va devoir détruire d'autres avions. À échelle réelle.
Ouais, on va tout saccager. Absolument. Revoyons donc ce scénario. Un pilote doit, pour une raison inconnue, démarrer manuellement son avion. Pour cela, il doit descendre de la cabine et faire tourner l'hélice. Celle-ci se met à tourner, mais avant que le pilote n'ait le temps de remonter dans le cockpit, l'avion se met à rouler sur le tarmac, fonce sur un autre avion et l'hélice perfore son fuselage de façon très précise. C'est compliqué et dangereux. Cela pourrait bien rester dans les annales de Mythbusters. Dans le mythe de l'avion découpé en tranches, une hélice découpe un fuselage en tranches de taille égale. Adam et Jamie vont chercher des infos vitales sur le sujet. Ils ont choisi un avion similaire à celui de la photo. On va le faire à partir de 9h et à partir de 6h. 24 cm à partir de 6 heures. Cet avion est un avion à haute performance monomoteur exactement du même type que celui de la photo. Alors les mesures devraient nous donner une idée très précise. 61 cm. Au début de l'aviation, lancer l'hélice manuellement était la seule façon de faire démarrer un avion. Ces jeunes hommes risquaient la décapitation, mais bravaient le danger chaque fois qu'ils voulaient voler. Cela suffisait à rendre dingue n'importe quel pionnier de l'aviation. De nos jours, le démarrage des avions se fait en toute sécurité dans le cockpit. Enfin, d'habitude. En général, la seule raison pour laquelle on doit faire démarrer l'avion manuellement, c'est quand le système électrique est à plat, comme dans une voiture lorsqu'il n'y a plus de batterie. Y a-t-il une différence entre la vitesse au démarrage normal et manuel? La vitesse habituelle au ralenti est de 600 tours minute. Dès que l'hélice commence à tourner, que ce soit manuellement ou électriquement, elle va tourner à environ 1200 à 1500 tours minute. Ça suffit à faire avancer l'avion? En fonction de la surface, un avion va généralement avancer même à 600 tours minute. En réalité, un avion fou sur une piste peut atteindre près de 50 km/h. Il est temps pour Jamie de risquer ses bras et ses autres extrémités pour faire démarrer cette hélice. Quand vous lancez l'hélice, qui génère une force de poussée une fois en vol, elle peut vous décapiter si vous n'êtes pas prudent en la démarrant. N'essayez jamais de faire ça chez vous. Contrairement à la situation du mythe, il y a un pilote dans l'avion prêt à maîtriser l'engin Oh, j'ai peur. au cas où Jamie arriverait à le faire démarrer. Tu vas y arriver, Jamie. Il ne se passe rien, ça ne marche pas. Je ne vais pas faire ça toute la journée. Une fois de plus, les choses ne se passent pas comme on le pensait. Alors, que fait-on? On va essayer avec un avion plus petit, celui-là derrière moi. Cette fois, c'est Adam qui tente de lancer une révolution. Oh, presque! Même si Jamie n'a pas réussi à faire démarrer cet avion, nous avons découvert des éléments très importants. D'abord, il est possible de faire démarrer cet avion manuellement. Ensuite, il ne faut jamais tenter de le faire sans un pilote aux commandes, pour mettre le moteur au ralenti. Et enfin, si vous le faites démarrer, l'hélice va tourner immédiatement à 1500 tours minute. Et s'il n'y a pas de pilote, l'avion va rouler sur la piste. Bien joué. Merci, monsieur. Bon, il est temps de retourner à l'atelier. Maintenant que l'hélice tourne, notre mythe va peut-être pouvoir décoller. Scénario classique du naufragé. Un survivant a un accident d'avion. Ici, Tom Hanks se retrouve sur une île déserte et son briquet est trempé. Pour survivre, Tom doit allumer un feu, ce qui, il va s'en rendre compte, est aussi facile que de faire entrer un chameau par le chat d'une aiguille. Tori, Grant et Carrie vont être eux aussi sur leur île déserte. On va tous mourir. Leur objectif? Faire du feu sans allumette. Jamie, toi qui sais tout sur la survie dans la nature, sais-tu comment faire du feu sans allumette? Oui. Tu veux bien développer? D'abord, le billot, la technique classique pour faire du feu.
Alors, va-t-il y avoir des étincelles? Évidemment, on ne peut pas frotter deux bouts de bois quelconques l'un contre l'autre et faire du feu. Je croyais que c'était le but. Ça demande quand même un peu de préparation. De l'essence, de la poudre explosive. Malheureusement, comme Tom Hanks sur son île fictive, ils n'ont que du bois, de l'huile de coude et un souvenir très vague de leurs ancêtres dans leur grotte. Prête? Je vais essayer, mais ne te fais pas trop d'illusions. L'enthousiasme habituel de Carrie a déjà pris l'eau. C'est super sympa à faire. Si tu n'y arrives pas, c'est toi qui seras éliminé de l'île. Les scouts qui nous regardent devraient s'éloigner de leur poste. Ce n'est pas beau à voir. Oh mince. Visiblement, lui aussi serait éliminé de l'île. J'arrive à faire de la fumée, mais je n'ai pas de braise. J'ai mal au bras. On va tous mourir. Les choses s'annoncent mal pour nos naufragés et ils décident de mettre toutes les chances de leur côté grâce à une technologie primitive. Je tiens le bon bout. J'ai réussi à faire marcher l'arc. Ah bon? Ça demande beaucoup de coordination, c'est comme le ski. Grant tombe dans l'hystérie, le premier symptôme de la folie du naufragé solitaire. Des mesures radicales s'imposent. Comme par exemple une perceuse, que Carrie prétend avoir trouvée parmi les débris de l'avion. Il y a du noir. Et de la fumée. Oh, ça fume. On ne peut pas aller plus vite? Visiblement, le dicton « il n'y a pas de fumée sans feu » ne serait qu'un dicton. Le bois devient noir. Il y a de la fumée, mais toujours pas de braise. Même avec la technologie moderne, les Mythbusters semblent être quelque peu ignifuges. Il faut changer la batterie. Mais alors, comment fait Tom Hanks? Après plusieurs essais et beaucoup d'erreurs, la nécessité donne enfin naissance à l'invention. Lorsque les brindilles de Tom s'enflamment, son cri de joie résonne à travers les millions d'années de l'humanité. Le plus dur dans tout ça, c'est qu'on sait que ce n'est pas une légende. On peut faire du feu en frottant deux bâtons l'un contre l'autre. Ça a été prouvé maintes fois. Mais nous, on est nuls. Et donc, il n'arrête pas de tricher. Regarde à la lettre F comme feu. Ou pourquoi pas P comme poudre? Utiliser de la poudre explosive, c'est tricher? Regardez, on a fait du feu. Il n'y avait qu'à frotter deux bâtons. Ça a marché. Super. Quel résultat! On peut dire qu'ils n'ont pas inventé la poudre. Alors, vaincus et affamés, ils font appel à un spécialiste et s'aventurent dans la jungle sauvage qu'est le parking. Vous devez être capable de faire du feu en 10 à 30 minutes, en fonction de ce dont vous disposez. D'après le spécialiste de la survie Peter Wolf, Grant était sur la bonne voie avec son arc. Je vais y aller à fond. Vous voyez cette poussière noire qui se forme? Il faut arriver à faire un gros trou. En guise de brindille, Peter a un penchant pour la feuille de yucca. Je vais en prendre une bonne quantité, car ce n'est pas au moment où ça va prendre feu qu'il faudra aller en chercher d'autres. Vous voyez comme l'arc est droit? Il faut le garder bien à niveau et que la corde soit au milieu en utilisant l'arc en entier. J'hallucine. Bien joué. Pendant ce temps, Adam et Jamie ont quitté l'action pour se plonger dans la théorie. J'ai du mal à visualiser ce qui se passe quand ces deux avions se percutent. Entre l'hélice, le corps de l'avion et tout l'ensemble. J'aimerais faire une simulation en miniature pour voir quelle est la vitesse. Ça nous donnera au moins un point de départ pour préparer l'expérience grandeur nature. Oui, ça me semble une bonne idée. Pendant que tu fais ça, je suis sur une piste avec un moteur que j'ai trouvé sur Internet. Je vais voir ça. D'accord.
Première étape, Adam ressort des graphiques qu'il va agrandir à l'échelle de 1/12e. À 1/12e, 1 cm équivaut à 12 cm. Cela va permettre de mesurer et de comparer à la photo le nombre de tranches et leur distance. Puis, à partir de cela, de calculer la vitesse exacte à laquelle l'avion devait rouler. Ces calculs sont essentiels. Les résultats de Adam ne font pas avancer l'avion au-delà de 48 km/h, la vitesse maximale au sol d'un avion sans pilote. Parfait. Pendant ce temps, Jamie est à la recherche d'un moteur d'avion. Quelle est la vitesse au ralenti de ce moteur? Et en un clin d'œil, un moteur 6 cylindres de 380 chevaux atterrit en provenance directe d'une école d'aviation de l'Ohio. Voilà le mythe tel qu'il est supposé s'être déroulé. Notre petit pilote descend de son avion, marche jusqu'ici. Oh, je vais plutôt faire démarrer l'avion manuellement. L'avion démarre. Oh non, je ferais mieux de sortir de là. Il plonge pour se protéger et l'avion commence à rouler vers l'avion victime. Jusque-là, le mythe semble possible, au moins en théorie. Je me demandais comment les ailes de cet avion pouvaient passer avec la queue de cet avion-là. Mais tout est à la bonne hauteur. Et visiblement, les ailes de l'avion fou passent en dessous de l'arrière de l'autre avion. Ce mythe commence à sembler possible. Il est maintenant temps de faire des calculs. L'élément essentiel pour déterminer la vitesse de l'avion, c'est la distance entre les tranches. Adam détermine que l'avion de la photo est perforé tous les 18 cm. Parfait. Mes marques ici correspondent à la photo pour ce qui est de l'espacement entre les découpes sur le fuselage. Si l'hélice tourne à 1500 tours minute, à quelle vitesse l'avion doit-il rouler pour couper des tranches tous les 18 cm? Cela ferait 4500 tranches par minute. Alors, 4500 fois 18 cm, ça fait 81 000 cm. C'est-à-dire 810 mètres par minute. Je multiplie ce chiffre par 60 pour l'avoir en heures. J'obtiens 48 600 mètres à l'heure. Je divise par 1000 pour convertir en kilomètres, ce qui donne 48,6 km/h. Une vitesse tout à fait raisonnable pour cet avion. J'ai hâte de le dire à Jamie. Il va dire « C'est ce que j'espérais entendre ». C'est ce que je voulais entendre. Parce que si ça avait été 900 km/h, il y aurait eu un problème. Ou 3 km/h. Oui. Jusque-là, les pièces du puzzle s'assemblent. On sait qu'un avion peut être démarré manuellement. Et grâce aux maquettes à l'échelle, on sait qu'un avion peut passer sous un autre. La question suivante est, est-ce que l'hélice à elle seule est capable de découper des tranches aussi nettes? Tout à fait. Pour le reste, c'est bon, c'est le dernier point. Des balles peuvent-elles être utilisées pour allumer un feu sans allumette? J'ai vraiment hâte de faire la prochaine expérience. On va essayer d'allumer un feu avec une balle. L'idée, c'est de sortir la balle de la douille, de vider la poudre sur les brindilles, de remettre la douille vide dans le pistolet et de tirer sur la poudre, de la faire s'enflammer pour qu'elle enflamme les brindilles. L'élément clé, c'est l'amorce, à la base de la cartouche. D'habitude, elle enflamme la poudre, grâce à quoi la balle est expulsée de la douille. Selon la légende, pour allumer un feu, il faut enlever la balle, vider la poudre et utiliser l'amorce pour l'allumer. Théoriquement, avec 9 balles dans le barillet, ils ont droit à 9 tentatives pour allumer un feu. Ils recueillent la poudre des 9 balles et se rendent dans la chambre de tir où ils utilisent leurs 9 vies. Mais ils vont devoir se creuser encore les méninges. T'as une autre idée derrière la tête? C'est bizarre de ne pas arriver à allumer de la poudre. C'est pourtant facilement inflammable. On croyait que ce serait du gâteau. Mais avec les Mythbusters, on arrive à rendre difficile des choses faciles. Le problème, c'est que l'amorce ne peut pas enflammer la poudre si elle n'est pas comprimée par une balle. Lorsque la balle comprime la poudre contre l'amorce, il y a une connexion. S'il n'y a pas de balle, l'amorce souffle la poudre
comme un confetti. Il décide donc de recalibrer la légende avec un fusil, une balle et du tissu. Comme il y a plus de poudre dans la balle, espérons que ça va enflammer le tissu et qu'on aura une petite braise qui va sortir du canon. Et que toute la poudre ne va pas s'éparpiller. Avec un peu de chance, le bout de tissu va suffisamment comprimer la poudre pour qu'elle s'enflamme. Voilà, c'est bien comprimé. Non, À l'idée de manger encore du poisson cru, Carrie impose une nouvelle séance de réflexion. Pour y arriver, on devrait peut-être essayer de reproduire les résultats, au lieu d'essayer en suivant le mythe à la lettre. Tori soupçonne que la poudre noire utilisée dans les anciens fusils est plus inflammable que la poudre des pistolets qui, elle, ne fume pas. Ça, c'est la poudre noire. Et ça, c'est celle qui ne fume pas. c'est rapide et lent. C'est pour ça que ce serait sûrement mieux d'utiliser la poudre noire. Je ne sais pas, la poudre sans fumée brûle plus longtemps. À mon avis, ce serait sûrement mieux pour nous. Mais t'as vu comme la poudre noire s'enflamme plus facilement. Si c'est plus facile à enflammer, on a plus de chances d'enflammer le tissu. Comme ça va prendre plus vite. Donc, prenez un mousquet et une mesure de poudre noire. Puis enfoncez un bout de coton et enfin ajoutez l'amorce et croisez les doigts. Enfin, voilà ce qu'on appelle allumer le feu. Mythe confirmé. Pour ce qui est du mythe de l'avion découpé, Jamie n'arrive pas à décoller. Il semble que des petits gremlins se soient installés dans le moteur et Jamie a beau être un crack, il n'est pas mécanicien aéronautique. C'est ça, ça devrait être à l'extérieur. Dans ce sens. Heureusement, il en a trouvé un. Hurley Blur et son collègue Brian Sullivan, un spécialiste des hélices. Ils ont accepté d'aider Adam et Jamie à concrétiser ce mythe, mais ça ne va pas être facile. Les moteurs qui proviennent des écoles d'aviation sont démontés par les étudiants, puis remontés, puis redémontés, etc. Mais pas forcément comme il faut. On a décelé quelques problèmes. Les magnétos qui servent à allumer les bougies d'allumage sont foutus. Il manque aussi une pompe à carburant. Mais Brian et Earl pensent qu'on peut régler le tout d'ici la fin de la journée. Ils disent qu'ils ne connaissent pas le mot impossible et ils sont déterminés à faire tourner ce moteur. En effet, quelques instants plus tard... Le moteur est réparé et il est très dangereux. Vous êtes prêts? Super. T'es prêt? Oui. Attends. Vous êtes prêts? Oui. Écartez-vous. Earl et Brian ont réussi à faire ronronner ce moteur comme un chaton asthmatique qui vient de courir un marathon. Adam utilise un tachymètre pour mesurer la vitesse de rotation de l'hélice. Elle est facilement montée à 1500 tours minute, avec une pointe à 2000 tours minute. Mais alors que le moteur démarre bien, il ne tient pas la distance. Le diagnostic de Earl, les cerveaux injecteurs de carburant sont encrassés. C'est sûrement les cerveaux. Tu penses qu'il y a des additifs au carburant? Non, il n'y a que du carburant de mauvaise qualité. Je ne sais pas si on va devoir se faufiler à l'intérieur pour essayer de le nettoyer ou s'il va falloir repousser les essais, mais on perd vraiment beaucoup trop de temps. Ce magnifique moteur se révèle être un vrai casse-tête. Pendant qu'ils règlent leurs problèmes, revenons au mythe du feu. Peut-on allumer un feu avec du chocolat et une canette de soda? Tu prends un bout de chocolat et tu le frottes sur le fond d'une canette, qui est terne. Le chocolat agit comme Un abrasif. un abrasif doux. D'accord. Et au bout d'un moment, On va le polir jusqu'à ce qu'on puisse se voir dedans. voilà. Utiliser la forme concave du fond de la canette est astucieux. Selon la légende, elle pourrait concentrer les rayons du soleil en un seul point, créant ainsi assez de chaleur pour allumer un feu. Go.
Ça semble assez simple, ce qui signifie à coup sûr que c'est tout sauf simple. Ça fait 9 minutes que vous frottez. Il vous faudra encore longtemps avant d'obtenir un aspect miroir? Encore une centaine d'années. D'après la légende, polir le métal avec du chocolat permet d'éliminer la couche d'oxydation et d'éroder les marques d'usinage. Imaginez que vous grelottez, que la nuit tombe et que notre survie en dépend. Si la nuit tombe, on n'aura pas de soleil, donc on ne risque pas d'allumer un feu. Bien pensé. Alors on est foutu. Au bout de 6 longues heures de polissage, notre Robinson Crusoe a perdu l'envie de vivre. Et les résultats ne sont pas franchement éblouissants. Maintenant, on doit capter tous les rayons du soleil. Ils sont parallèles. Le réflecteur va les faire se diriger vers un seul et même point grâce à sa forme parabolique. L'extincteur à portée de main, c'est un peu optimiste. Sans vouloir te vexer, je ne pense pas que ça va marcher. On passe à l'autre canette? Ouais. Celle-là est plus brillante. Oui. Si c'est terne, la lumière ne se réfléchit pas assez et se disperse. La canette de Tori est beaucoup plus brillante et elle produit immédiatement une tache de lumière sur la feuille. Ça vient, ça brûle. Mais ils ne maintiennent pas suffisamment la feuille. La tache ne cesse de se déplacer. Disons qu'on a trouvé du fil de fer dans les décombres de l'avion. On peut fabriquer une sorte de bras qui va maintenir la matière qu'on veut brûler. Bien entendu, en maintenant la brindille immobile, la tache de lumière ne tarde pas à s'enflammer. Ce truc me brûle la main. C'est chaud, ça fume, c'est du feu. Donc une canette peut allumer un feu. Il n'y a plus qu'à espérer que votre avion transportait une cargaison de chocolat et de boissons en canette. Mythe confirmé. Mais peut-on obtenir le même résultat avec une pile et de la paille de fer? Voici l'astuce que vous attendiez tous. Comment faire du feu avec une lampe de poche? Le mythe suivant est un grand classique du spécialiste de la survie, Ron Hood. Il ne connaît que trop bien l'intérêt de savoir faire un barbecue en pleine nature. Voilà l'astuce. De la paille de fer. Il faut la faire toucher ses contacts et voir si cela va l'enflammer. Regardez. Ça s'enflamme. Ah, en plus ça brûle. Ça a l'air simple comme bonjour, n'est-ce pas? Eh bien non. Presque. Allume-toi. Ça brûle. Tu as fait des étincelles. Oui. Non. Finalement, tiraillés par la faim, ils finissent par obtenir la précieuse braise. Il y a de la fumée. C'est vraiment de la fumée. La fumée, ce n'est pas ce qui manque. Il y a largement de quoi faire. Et à la limite de l'asphyxie, ils parviennent à allumer un feu. La preuve que ça marche. Cool. On a réussi. Du feu. On ferait mieux de l'éteindre avant que Jamie ne le voie. Pas de panique, Jamie est quelque peu préoccupé pour l'instant. Mythe confirmé. Vas-y, Brian. Ce moteur ne veut toujours pas démarrer. La journée a été longue et ça commence à se faire sentir. Pour la première fois, tu as même du cambouis sur le nez. Ben oui, ça arrive. Finalement, alors que la nuit tombe, un rayon de soleil. Wow! Ils tournent assez bien pour ce qu'ils veulent en faire. Ils ont donc un moteur qui fonctionne et une hélice qui tourne dangereusement vite. Mais comment vont-ils transformer cette moitié d'avion en une cible réaliste? On va fabriquer un cadre en acier tubulaire. Donc on va découper et souder plein de petits morceaux de façon à pouvoir fixer plusieurs queues d'avion à la suite sur la structure et à pouvoir y appliquer un poids pour simuler les conditions du véritable avion cible. Les garçons, semblables à des super-héros à petit budget, se mettent à la découpe et à la soudure.
C'est pour ça que j'adore la soudure. Quand vous arrivez le matin, il n'y a qu'un tas d'acier. Et quand vous repartez le soir, vous avez un avion. Un peu rudimentaire, cet avion. Mais avec les ailes et le train d'atterrissage, l'appareil devra avoir le même poids qu'un avion léger avec le plein de carburant, soit environ 1 tonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il faut ajouter du poids de ce côté. Ça a tenu. Pour l'instant, cette installation ne pèse que 225 kilos. Mais après une razzia à la salle de sport du coin, ils ont trouvé 900 kilos supplémentaires. Espérons que lors de l'expérience, cet avion cible réagira comme un véritable avion. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être cloué au sol, ni être super léger. Il doit réagir à l'avion qui l'attaque. On a un moteur qui marche et le fuselage qu'on voulait. Maintenant, il faut trouver un moyen de faire entrer les deux engins en collision sans nous tuer. Oui. Pour reproduire les données physiques de ce qui s'est passé, il faut que nos deux dispositifs aient le même poids que l'avion qu'ils représentent. Et ils doivent rouler à 48 km/h. Et si on les faisait rouler sur des rails? C'est une bonne idée. Je crois qu'il y a des voies ferrées dans le coin qu'on pourrait utiliser. Et il nous faudrait des sortes de plateformes de voies ferrées sur lesquelles poser les engins. Exactement. Le moteur va être monté sur une draisine. Avec le moteur ronflant et l'hélice tournant à 1500 tours minute, notre avion fou va rouler le long de la voie jusqu'à percuter l'appareil cible. Ici, au musée du chemin de fer, ils ont ce qu'ils appellent des chariots de service. Ce sera parfait pour nous. Un chariot à 4 roues qui roule sur des voies ferrées et sur lequel on peut visser notre structure, tout en restant à distance et en sachant qu'il va parfaitement atteindre sa cible. Adam ne tarde pas à trouver son chariot. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Apparemment, il est parfait. Je ne veux pas l'équiper d'un moteur. Je veux qu'il avance seulement grâce à l'hélice, comme un véritable avion. En revanche, l'appareil va devoir rouler sur une longue distance pour prendre de la vitesse, disons environ 300 mètres. Où Adam va-t-il trouver une telle longueur de voie ferrée disponible? Ça a l'air parfait. Une fois de plus, il se retrouve à la Mecque des Mythbusters, la base navale désaffectée où se trouve un véritable labyrinthe de lignes de chemin de fer. L'avantage de ces rails, c'est qu'ils sont loin de tout, bâtiments ou quoi que ce soit d'autre. On peut rester au loin lors de l'expérience. C'est une ligne droite. On n'avait pas vu ça avant. 300 mètres de ligne droite. Tandis qu'ils sont sur la bonne voie, Tori et Grant testent un autre mythe à propos du feu. Cette technique va carrément t'épater. On va faire du feu avec de la glace. L'idée, c'est de prendre un bloc de glace, de le modeler dans tes mains jusqu'à obtenir la forme d'une lentille. Ensuite, tu t'en sers pour réfléchir les rayons du soleil sur les brindilles. Pour ce mythe, nos naufragés ont quitté leur île et sont parachutés dans un désert de glace. Mais pour allumer un feu, n'importe quelle glace ne fait pas l'affaire. Vous cherchez de la glace transparente, c'est ça? Oui, regarde ça. Combien de temps faut-il pour faire ces blocs de glace? Il faut 3 jours pour qu'ils gèlent. Le 4e jour, c'est fait. On les laisse durcir un jour de plus dans la cuve où ils ont gelé. Ces blocs de glace transparents sont conçus spécialement pour faire des sculptures de glace. Mais qu'en pense notre alchimiste de la glace? Quand vous m'avez parlé de votre projet, je me suis dit impossible. Mais ensuite, j'y ai réfléchi. Et même si en principe ça semble logique, je ne peux pas vous aider pour la théorie. Souvenez-vous de ces longues journées d'été quand vous étiez enfant, vous tuiez des fourmis. Il s'avère que le génocide de fourmis repose sur la réfraction. La forme convexe de la loupe regroupe les rayons du soleil en un seul point chaud. Une lentille de glace devrait fonctionner de la même façon. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Il est clair comme de l'eau de roche que cette glace va permettre de sculpter une lentille capable de concentrer les rayons du soleil et d'allumer un feu. Comment faites-vous pour que ce soit si transparent? On agite l'eau avec près de 6 kg d'air comprimé. Ainsi, tous les atomes et les molécules s'agitent dans le bloc et seuls les plus purs gèlent de l'extérieur vers l'intérieur. Donc les impuretés se rassemblent au milieu. C'est ça, et on les aspire avec une pompe, on les filtre, puis on ajoute de l'eau propre. Les garçons vont chercher de gros blocs de glace. De retour dans le désert, Carrie commence à sculpter sa lentille.
J'espère que ça va marcher. C'est l'idée la plus intéressante de toutes pour allumer un feu, car si vous êtes coincé dans un endroit gelé, la première chose qu'il vous faudra, c'est un feu. Le problème, c'est qu'elle n'est pas dans un endroit gelé. Plus ça fond, plus ça glisse. Pour couronner le tout, Carrie découvre que sculpter une forme de lentille sans instrument de précision, ce n'est pas du gâteau, même pour un sculpteur comme elle. Ça va être plus dur que prévu. De son côté, Grant refuse d'utiliser des outils. Comme on ne va pas avoir un atelier d'usinage en plein désert, j'essaie d'arrondir la glace avec un caillou. C'est froid. Ça a l'air de bien fonctionner. Il y a un effet de loupe. Je crois que c'est ce qui va permettre de concentrer les rayons. Je suis presque prêt à essayer. Dehors, il fait beau et chaud. Vite avant qu'il n'y ait plus rien. Là, j'ai une bonne tache de lumière. Un essai sur la peau démontre que la tache chauffe. Faire du feu avec de la glace, ce n'est peut-être pas si loufoque qu'il y paraît. Ça fume. De la fumée. Enfin, une lueur d'espoir pour nos naufragés gelés. Mais les bienfaits du soleil sont à double tranchant. Plus la lentille fond, plus la tache de lumière disparaît. Ma lentille rétrécit à vue d'œil. Alors, retour à la planche à dessin. Nous avions pensé fabriquer un moule avec une lentille déjà existante. J'ai cette loupe. Je vais fabriquer un coffrage autour, le remplir de silicone, faire un moule de silicone, le sortir, le remplir d'eau, le mettre à geler et on aura une loupe. Tori espère qu'une lentille parfaite va lui fournir la petite étincelle avant que la glace ne fonde. De son côté, Carrie passe à la dimension supérieure. Je pars du principe qu'une sphère parfaite va concentrer les rayons en un tout petit point. Là, c'est pas mal. Pour une boule faite à la main, je ne peux pas vraiment faire mieux. Tori et Grant vont essayer de reproduire la méthode de congélation utilisée à l'usine de glace. Si on agite l'eau pendant qu'elle gèle, on va obtenir une lentille transparente. Les fabricants industriels de glace utilisent de l'air comprimé pour agiter l'eau, qui est filtrée au cours de la congélation. Grant et Tori se servent d'un freezer ordinaire, d'un masseur électrique et croisent très fort les doigts. Regarde l'eau. C'est bien, ça ressemble à ce qu'on a vu à l'usine. Oui. Le lendemain matin, le soleil brille et nos naufragés de la banquise vont faire une dernière tentative pour allumer un feu avec de la glace. Allez! La boule de cristal de Carrie a l'avantage de la taille et risque moins de fondre. La lentille de précision des garçons est tout sauf parfaite. Elle n'est pas très transparente. Elle est même carrément opaque. Ça va plutôt bloquer les rayons du soleil. Puis, Carrie vient à la rescousse. Ça fume, ça fume! Quoi? Ça fume! Ça va marcher. Bien joué, Carrie Byron. Des allumettes? Pourquoi faire? Encore un mythe confirmé. Aujourd'hui, les Mythbusters espèrent trancher le fuselage d'un avion. Ils disposent de 300 mètres de rails, d'un moteur d'avion soudé à une drésine et d'un avion cible qui attend les caresses des pales de l'hélice. Ça s'annonce comme une de leurs expériences les plus spectaculaires et les plus dangereuses. J'adore faire ça. Mais avant la destruction et le chaos, restons plus terre à terre. Il faut nettoyer la piste avant le décollage. Les rails semblent parfaits. Ils sont en bon état, mais de la terre s'est accumulée dans les rainures. Et il faut tout dégager pour que les roues s'encastrent bien. Mais la contestation monte parmi les forçats. Allez, plus que 250 mètres. On va se lasser super vite. C'est déjà le cas. C'est pas comme ça qu'ils m'ont vendu la chose. Ils m'ont dit qu'il y aurait des avions, des collisions, des explosions, que ça allait être cool. Et dès que je suis arrivée, Adam m'a collé une pioche et un balai dans les mains en me disant « Au boulot !» Un déraillement, ce serait une catastrophe. Et Jamie, notre chef de chantier, n'est pas satisfait de ses ouvriers. Il y a des endroits où ils sont passés un peu vite. C'est plus ou moins propre. On pourrait commencer.
Mais je veux être sûr que c'est aussi impeccable que possible, car le chariot n'a pas d'amortisseur. Il va aller à 48 km/h et c'est acier contre acier. Il faut que les rails soient absolument lisses. Si Jamie est à cran, c'est sûrement parce que c'est lui qui a fait les calculs et qui comprend les phénomènes physiques en jeu. Tu crois que c'est bon, Jamie? Non! Ce moteur pèse 1,5 tonnes, autant qu'un petit avion, et il va rouler à près de 50 km/h lorsqu'il va percuter sa cible, ce qui va générer une énergie de 1 million de joules. Grant a fabriqué une télécommande interrupteur. En appuyant sur le bouton, le moteur est immédiatement coupé. Vers le haut, c'est stop? Non, c'est marche. D'accord. Et vers le bas, c'est stop. Super, bon travail. Merci. Avec ça et 4,5 tonnes de sable, notre avion fou ne devrait pas quitter la piste. Joe Racco est un spécialiste de l'aérospatiale qui a étudié les conséquences de milliers d'accidents d'avion. Aujourd'hui, il nous aide dans notre grande cause. Ce qui peut se produire après l'impact, c'est que toute la masse glisse jusqu'à 60 mètres et que des morceaux du fuselage ou de l'hélice soient projetés jusqu'à 1000 ou 1500 mètres en raison de l'énergie dégagée lors de l'impact. Voilà une bonne raison de se tenir à l'écart. Un bunker est érigé de l'autre côté du quai. Ah, c'est plus facile maintenant. Le départ approche. L'hélice et le moteur sont alignés. À ce que je vois, il faut aligner parfaitement ce panneau avec le côté de ce chariot. Et ce sera parfait. C'est bon, il faut fixer celui-là. Passons maintenant aux essais. On doit être sûr que tout fonctionne avant de lancer l'expérience finale, car on n'a droit qu'à un seul coup. Ça signifie que tout doit marcher au mieux pour que le test soit aussi précis que possible. Pour la répétition, ils vont attacher le moteur à un câble, au cas où. Mais visiblement, il n'y a pas trop de risques. Il y a un court-circuit dans le système de télécommande. C'est bon, là? Oui. Ça a l'air bon. OK, go! Le moteur commence à avancer et atteint la vitesse impressionnante de 15 km/h. Espérons qu'il a un peu plus de punch que ça, sinon le vol risque d'être annulé. Il faut plus de puissance. Oui, je crois. Rappelez-vous, ils doivent atteindre les 50 km/h. Tu veux que Grant coupe le moteur? Ça fonctionne! Ça a super bien marché! Ce moteur fuit de tous les endroits possibles, à l'intérieur et à l'extérieur. Même si on avait voulu s'en resservir, ça n'aurait pas été possible. Le capitaine Earl et le pilote Brian mettent les gaz. Cette fois, c'est un succès. Il tirait sur le câble. Il voulait vraiment avancer. C'était superbe. Je suis sûr que quand on va le lâcher, il va partir comme un train de marchandises. Oui, exactement. Ça va marcher. C'est le moment crucial. Allons-y. Tout le monde aux abris. C'est un monstre, ce moteur. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol Mythbuster numéro 101 à destination de Crashville. Veuillez attacher vos ceintures, nous allons bientôt décoller. Allez! Allez, continue! Vas-y, c'est bien! Attention les dégâts. Contact! Est-ce qu'on peut s'approcher? Ils ont leur avion découpé en tranches. Le moteur a fonctionné à merveille. La caméra grande vitesse montre les pales de l'hélice en train de découper la tôle comme si c'était du carton.
Sur ce vol, il ne fallait décidément pas être assis côté fenêtre. C'est exactement le même découpage que sur la photo. Enfin, c'est un peu différent, mais on voit que l'avion... T'es tout Je excité. suis super excité. C'est exactement pareil que sur la photo. L'hélice a coupé des tranches verticales. Je suis épaté. Je trouve qu'on s'est bien débrouillé. Ouais. Top là. Quelle que soit la taille des tranches, le mythe est confirmé.